Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct pour ce nouveau numéro de 85 chrono, l'émission du jeudi avec un plateau bien garni ce soir. Comme vous le voyez, toutes les places sont remplies. Alors à ma droite, comme chaque jeudi, Alexandre Lenaour est présent. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Alain. Pour nous présenter notamment les rendez-vous sportifs du week-end. On accueille également Baptiste Brossard, notre spécialiste football. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Aurélien. Et nous avons 4 invités qui nous viennent du Ogli, le hockey glace lyonnais, avec tout d'abord Elisabeth Bricard, vice-présidente. Bonsoir. Bonsoir. Et face à vous, nous avons Yoray Oselka, le coach de l'équipe de D2 du Ogli. Bonsoir Yoray. Bonsoir. Cyril Selin, ancien joueur, mais désormais responsable de l'équipe D2 au sein du Ogli. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Et puis Borus Farkasovski, joueur de cette équipe au poste d'attaquant. Bonsoir Borus. Bonsoir. Borus qui met fin à sa carrière de hockeyeur. On va y revenir dans quelques instants, mais on va surtout revenir sur cette saison de D2 de hockey sur glace qui s'est terminée le week-end dernier pour le Ogli. C'est le premier sport co qui se termine cette saison. Une saison plutôt réussie, on va dire. L'objectif, c'était dans un premier temps le maintien, ce qui a été réalisé assez vite, puis d'accéder aux playoffs. Vous avez même été jusqu'en quart de finale avec une élimination face à Villard-de-Lans. Que dire de cette saison 2023-2024 ? Écoutez, je pense que c'était une très belle saison. La saison qui était quand même réussie, parce qu'avec l'objectif principal qu'on devait se maintenir dans cette division, où on a manqué quand même pendant 4 ans. Et après, dans le vestiaire, on avait quand même un objectif de faire les playoffs. Et à la fin, on s'est dit, il n'y a pas de frein, on verra jusqu'où on peut y aller. On est arrivé au quart de finale, on a accroché belle équipe de Villard-de-Lans. C'était de bons matchs, même chez nous, comme à Villard. Donc la saison qui est plutôt réussite. Oui. Comme vous dites, vous avez accroché cette équipe de Villard qui était deuxième de la poule B. Vous avez terminé à la troisième place de la poule A. Une défaite 4-3 à domicile à La Roche-sur-Yon, puis une défaite 4-2 au retour. Pas de regret sur cette double confrontation face à Villard ? Forcément oui, parce qu'on a perdu. Donc il y a toujours des regrets quand on perd, mais voilà, c'est les matchs qu'il faut bien gagner. C'était pas nous cette fois-ci, même si on n'était pas loin. Mais il n'y a qu'une équipe qui pouvait gagner, donc c'était Villard. Donc forcément, un petit peu la déception quand même, de se sortir comme ça. Mais voilà, c'était pas une grosse déception, mais il y a déception quand même. Elisabeth Bricard, du côté des dirigeants, vous, avec notamment aussi le président David Ribanelli, qu'est-ce que vous pouvez dresser comme bilan ? Nous, on est super fiers. C'est le mot. Comme dit Yoray, l'objectif, c'était le maintien des deux. Ça a été fait, et puis haut la main. Et puis les tours en play-off, c'était que du plus et que du bonheur pour eux. Donc non, on est super fiers de l'équipe, quoi. C'était top. Cyril, c'était la première saison hors de la glace pour vous. Ouais. Comment vous l'avez vécu, vous, cette saison ? Bien, c'est plutôt bien passé. Vu le résultat des garçons, c'est toujours plus simple. Surtout que j'ai été présent à tous les matchs, à domicile bien sûr, et après on voit pas le premier tiers, donc des fois on loupe des matchs entiers, on peut le dire. Mais non, c'est une belle saison. Les gars ont fait le job et c'est plutôt bien passé. C'est top. Un mot sur votre nouveau rôle au sein du club. Qu'est-ce que vous faites et comment vous vivez ça ? Je le vis très bien, on s'occupe des garçons en général, c'est l'équipe des deux, donc c'est gérer les déplacements à domicile, le recrutement avec Yoray, c'est parti maintenant, et puis on s'occupe toujours des sponsors avec Elisabeth, donc il y a de quoi s'occuper. Borus, donc on l'a dit, fin de carrière, après 12 saisons au Ogli, et encore une belle saison pour vous. Cette 12e saison a été assez belle, avec sur cette saison régulière 17 matchs, 6 buts, 17 assistances, en phase finale 4 matchs, 2 buts et 2 assistances. Vous, comment vous l'avez vécu cette saison ? Plutôt bien. Les objectifs ont été remplis bien d'avant finir la phase régulière. Mais avec mes coéquipiers, on a travaillé dur. Yoray nous a préparé des bons entraînements. Puis de toute façon, avec mon âge, c'était pas très difficile à se préparer pour fin de carrière, fin de saison, tout ça, gestion des émotions, etc. Donc c'était plutôt bien. Alors pourquoi arrêter ? Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Première chose, c'est l'âge et puis conditions physiques. Enfin, j'étais encore en forme, mais mon corps il commence à me dire que oui, il faut que je ralentisse un petit peu, ça suffit. Il y avait pas mal de blessures depuis quelques années, et puis guérison, ça dure un petit peu plus longtemps, donc j'ai décidé de plus jouer activement, et puis consacrer un peu plus de temps à la famille, à la maison.
Alors on va demander à Yoraï et à Cyril un mot sur vous, Boris. Yoraï en tant que coach, Cyril notamment en tant qu'ancien coéquipier, vous avez joué de nombreux matchs avec lui. Yoraï, que dire sur le long passage quand même de Boris à La Roche? Est-ce que vous avez essayé un petit peu de le persuader de continuer? C'était déjà prévu l'année dernière qu'il va arrêter, donc il a fait quand même une saison supplémentaire, donc ce qui nous a fait plaisir parce que c'est un gars d'équipe, c'est un gars qui travaille sur la glace, donc c'était aussi un exemple dans la préparation des matchs, dans comment il gère ses matchs, et c'est devenu un copain, donc on a fait venir. Voilà, c'est un vendeur maintenant. Donc on l'a fait venir ici il y a 12 ans, il y a 12 saisons derrière, et il a resté ici, donc ça lui a plu, nous ça nous a plu, j'aimais bien travailler avec lui, donc voilà, maintenant il tourne sur d'autres choses, nous aussi, mais c'est pas pour ça qu'on va s'acquitter de vous, et il vient nous supporter, donc voilà. Cyril? Moi c'était, ça, on était joueurs ensemble pendant 12 saisons. Chez Farki, ça c'est un vendeur, ce qu'on dit en fait, c'est la famille. C'est Farki, la patinoire sera toujours ouverte pour lui, c'est respect. Respect, toujours, même si c'est un étranger, c'est toujours. Les préparations des gars sont toujours chronométrées, physiquement c'est toujours au top et tout, c'est bien. C'est cool de travailler avec des gars comme ça. Boris, est-ce qu'il y a un moment dans toutes ces saisons, ces 12 saisons, que tu vas retenir avant de partir prochainement? Chaque saison a apporté quelque chose, soit bien, très très bien, soit des choses où on était déçus. Notamment saison qu'on a descendu en D3. On n'a pas réussi à se maintenir en D1, donc ça c'était une grosse déception dans ce club. Mais après, on a bien travaillé tout le temps, chaque saison, chaque entraînement, on s'est bien préparé avec tous mes coéquipiers, nouveaux, les anciens. Donc on se connaît très très bien avec Cyril, Yoraï et puis le reste de vestiaire. Et puis franchement, dans le vestiaire, c'est une famille, il faut tenir la corde au même sens. Et puis voilà, il faut s'accrocher, il faut travailler dur. Alors on va continuer à parler hockey sur glace et Ogli bien sûr dans quelques instants, mais on va s'intéresser à l'actu basket maintenant, puisqu'on jouait mardi soir en National 1 masculine. On est dans la phase 2 et dans le groupe B. Chaland recevait l'équipe du Havre, défaite des Chalandais, soit 91-79 avec 5 victoires et 8 défaites. Le VCB est 7e au classement. Le prochain match à Pont-de-Cherby ce vendredi soir, et le match de mardi soir contre le Havre a été marqué par la blessure de Rashad Davis qui souffre d'une entorse acromio-claviculaire, et il devrait être absent au minimum 2 semaines. On poursuit avec les premiers rendez-vous sportifs du week-end, Alexandre. Justement, on reste sur les parquets de basket avec un double rendez-vous à l'extérieur pour les équipes vendéennes en National 1 masculine. Dans le groupe B, pour la 6e journée de la phase 2, le Vendée Chaland Basket 7e se déplace à Orchy. 4e coup d'envoi demain vendredi à 20h. Et puis dans le groupe C, le lendemain samedi, les Sables Vendée Basket 5e affrontent Besançon. 8e et bon dernier. On reste chez les garçons 2 crans plus bas en N3 masculine, place à la 22e journée samedi soir. Unique rencontre programmée en Vendée, celle de Chambretot face à Orléans, le 10e face au 11e. 4 matchs à l'extérieur. En haut de tableau, Luçon-Saint-James ira jouer le Brissac-Aubance Basket. L'entente des clubs de La Roche, actuelle lanterne rouge, se déplace à Saint-Rogatien, Nantes. Et puis Chalon-Riévy et Salertaine iront respectivement défier Caen et l'équipe 2 du Nantes Basket Hermine. En basket toujours, mais cette fois du côté des féminines. Une seule affiche, celle de la 21e journée de Ligue féminine. Avant-dernier match de la saison régulière pour La Roche Vendée Basket, déjà condamné à disputer les playdowns dans quelques semaines. Les Tigresses 12e et dernière reçoivent Montpellier, actuel 4e, coup d'envoi à 20h30 samedi aux Oudéry. Et puis on reste à La Roche, mais cette fois en football. La Roche ESO accueille le stade Brestois 29 pour la 16e journée de D3 féminine. En cas de succès, les Ornésiennes ont l'occasion de doubler leur adversaire du jour. Rencontre à suivre à 13h dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay. Et puis Baptiste va vous en parler dans quelques instants, mais ce long week-end de Pascal marquera la suite et la fin de la 51e édition du Mondial Football Montaigu. Notez-le bien, les 3 finales seront à suivre en direct sur TV Vendée avec vous, Aurélien, aux commentaires. Début des finales dimanche à 18h30 avec le tournoi Nation féminin. Et puis lundi, double dose de ballon rond, 15h15 finale du tournoi club et à 17h45 finale du tournoi Nation masculin. Rendez-vous au pôle Maxime Bossis de Montaigu ou alors sur TV Vendée pour l'épilogue du mondial. On passe au rugby et la fin de saison se rapproche pour le FC Lyonnais. Dimanche après-midi au stade Henri Desgranges, les Rouges et Blancs accueillent Saint-Magne de Castillon. Les Lyonnais ont encore besoin de points pour assurer le maintien. Coup d'envoi de cette 20e journée de Fédéral 2 à 15h15 dimanche. Et puis on boucle cette première partie avec 2 affiches de volleyball. Double confrontation à suivre à la Halle des Sports de Boufféré ce dimanche. Tout d'abord à 12h, à midi plutôt, en National 3 masculine à 4 journées de la fin. Le Montaigu Vendée Boufféré Volleyball de Khalid Satour reçoit Poitiers pour la 19e journée. Et puis à l'issue de cette rencontre, direction à la 19e journée de
de N3 féminine. Cette fois, place au groupe d'Hugo Moussion qui jouera l'équipe 3 des Neptunes de Nantes à suivre à partir de 15h, donc ce dimanche après-midi. Merci Alexandre. D'autres rendez-vous sportifs du week-end à venir en fin d'émission. Mais on va maintenant parler de football. Avec vous, Baptiste, et bien sûr que Alexandre en parlait il y a quelques instants, l'actualité football en Vendée, c'est le 51e mondial football Montaigu qui a débuté ce lundi avec le tournoi nation féminin, mardi ensuite tournoi nation masculin. Les clubs, c'est pour demain, on va en parler dans quelques instants. On va faire déjà un petit bilan de ces premiers jours de tournoi à Montaigu, puis dans d'autres stades de Vendée. Effectivement, déjà pas mal de rencontres jouées. On va commencer avec le tournoi féminin et la France qui lançait ce tournoi lundi soir, donc à Montaigu. La France qui malheureusement n'a pas réussi à s'imposer, qui fait match nul face aux Pays-Bas dans cette poule A. Il faudra s'imposer face au Mexique demain pour espérer atteindre la finale et pourquoi pas remporter le titre dimanche. De partout, un score final. Ouais, de partout dans ce match. Dans l'autre poule, le Japon s'est imposé face au Portugal. Si je ne dis pas de bêtises, il y aura un Suède-Japon qui déterminera le finaliste, l'équipe finaliste, sachant que la Suède s'était imposée hier soir contre le Portugal. Dans la poule A, si je ne dis pas de bêtises, c'est les Pays-Bas qui sont leaders après avoir battu le Mexique, et donc la France devra impérativement s'imposer si elle veut être finaliste dimanche. Alors on voit le classement avec les Pays-Bas en effet en tête de ce groupe, la France et le Mexique avec un match en moins, donc c'est particulier avec ces groupes de 3, les équipes jouent toutes un match amical qui ne compte pas dans la compétition. Oui, en parallèle, oui, tout à fait. Donc voilà pour le tournoi féminin, donc on a vu dans la poule A, la poule B. La poule B, on a parlé donc du Japon qui s'était imposé. Il y aura donc Japon-Suède demain soir qui déterminera donc l'équipe finaliste, sachant que la Suède a fait belle impression contre le Portugal. On risque d'assister à une rencontre plutôt sympa à suivre, je pense. Et la finale, donc ce sera donc dimanche à 18h30 au stade Maxime Bossis à Montaigu, à suivre en effet en direct sur TV Vendée. Du côté du tournoi du Challenge Nation masculin, là on trouve 8 équipes, 2 poules de 4. Format classique depuis maintenant pas mal d'éditions, avec donc là encore la France qui malheureusement décidément n'a pas réussi à s'imposer et a même été là bousculé par la Côte d'Ivoire pendant une grande partie de la rencontre. Ils ont quand même réussi à mener les Français, mais malheureusement ils se font rejoindre dans les dernières minutes. Ça oblige les Français à jouer 2 matchs décisifs, donc actuellement contre l'Arabie Saoudite, et surtout samedi soir la grosse affiche face à l'Argentine qui elle s'est largement imposée face à l'Arabie Saoudite, 5-0. L'Argentine qui déjà l'an dernier avait une belle génération a de nouveau apparemment selon ce qui a pu être entrevu mardi soir une belle équipe et devrait poser pas mal de problèmes aux Français. Et à noter que le match entre la France et l'Arabie Saoudite a lieu en ce moment. Même l'Arabie Saoudite a ouvert le score 1-0, mais la France est bienvenue, donc on vient de me le dire dans l'oreillette, la France a repris l'avantage 2-1 face aux Saoudiens. Donc on voit ce classement du groupe A, mais les matchs, c'est pas jour parce que les matchs sont en cours. Alors on vous parle. Dans le groupe B, la République tchèque s'est imposée lors de sa première rencontre face au Pays de Galles, et dans le même temps le Mexique s'est imposé face au Japon. Une poule assez ouverte, on risque de peut-être avoir une surprise et potentiellement un finaliste atypique, on va dire, pour la finale, qui se déroulera donc lundi à 17h15. 17h45 pour la finale nation. 45 sur TV Vendée. À suivre également sur TV Vendée, et on verra qui succédera à l'Angleterre, les Anglais qui ne sont pas là cette année. Effectivement. Au tournoi de Montaigu. Et puis on va terminer avec le Challenge Club, qui lui va débuter ce vendredi. Là aussi on a 8 clubs répartis en 2 poules. On garde là aussi un format classique, et donc des clubs qu'on connaît très très bien, qui viennent très régulièrement à Montaigu, avec entre autres Lyon, Rennes, Bordeaux, Nice, Strasbourg. Faut noter la première participation du Stade Bressois, qui vient donc rejoindre cette compétition. On sait que c'est un beau galop d'essai pour les clubs de venir à Montaigu et de préparer la saison à venir
C'est une génération U16 qui risque de basculer en U17 Nations la saison prochaine. Donc il y a pas mal de tests faits par les clubs. Et on notera aussi, bien sûr, la présence de la section de Vendée qui, ces dernières années, a eu quelques performances intéressantes. À voir si cette année, ils sont capables de rééditer cela et de faire face à des structures professionnelles qui s'entraînent beaucoup plus régulièrement qu'eux. Très bien, alors à suivre bien sûr jusqu'à lundi, et on le rappelle, donc les 3 finales, Challenge Nation féminin, Challenge Nation masculin et finale club à suivre sur notre antenne. Et donc comme je disais, j'aurai le plaisir d'être au commentaire avec Vincent Rotureau, coach de l'équipe de Cholet qui évolue en national, et on salue bien sûr tous les bénévoles mobilisés sur ce mondial de Montaigu. On va rester justement au mondial de Montaigu puisque c'est le thème aujourd'hui de l'entretien de 85 chrono. Et Alexandre, vous êtes allé à la rencontre d'un des 2 nouveaux coprésidents du mondial. Exactement, actualité footballistique oblige. On s'est baladé sur le pôle sportif Maxime Bossis. On y a retrouvé l'un des 2 coprésidents, vous disiez Aurélien, Franck Pifto, qui partage donc la coprésidence avec Anthony Thibault. Tous 2 ont pris la suite de Michel Allemand, qui est resté à la tête du mondial pendant près de 35 ans. Alors, comment vivent-ils cette première édition? Comment juge-t-il, Franck Pifto, le niveau de cette 51e édition, ce tournoi? Voilà, tout cela, éléments de réponse, c'est dans l'extrait de l'entretien 85 chrono. Bonjour Franck Pifto. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On est au pôle sportif Maxime Bossis à Montaigu-Vendée et vous êtes l'un des 2 coprésidents donc de ce 51e mondial football Montaigu qui est lancé depuis ce lundi 25 mars 2024. Alors Franck Pifto, comment se déroulent d'abord de votre côté ces premiers jours de compétition? Sous les meilleurs auspices, mis à part la météo qui est peu clémente pour l'instant, en espérant que ça s'améliore pour le week-end pascal. Le démarrage s'est déroulé conformément à nos souhaits, puisque toutes les équipes sont bien arrivées, ce qui est déjà une première étape importante. La compétition a démarré lundi pour le tournoi féminin, puis mardi pour le tournoi masculin, et s'enchaîne au fur et à mesure des jours. Est-ce qu'il y avait un petit peu d'appréhension de votre côté avant de commencer, ou est-ce que le stress des premiers jours a laissé place à un peu plus de sérénité maintenant? Alors, je dirais pas ça, ça serait prétentieux. Oui, alors il y avait 2 sentiments mêlés, de l'appréhension, de l'excitation en même temps que l'événement puisse démarrer. Aujourd'hui, il y a toujours un petit peu d'appréhension et puis de contraintes liées à l'organisation, parce qu'il faut vérifier que tout se déroule convenablement. On a une exigence par rapport à beaucoup de personnes. Donc on essaie avec mon compagnon Anthony Thibault, qui gère un petit peu plus la logistique et puis l'animation sportive. On essaie de vérifier, de regarder, de mesurer les choses pour ne pas se tromper, quoi. Et un petit mot aussi sur l'affluence. Vous voyez le public répondre présent sur cette 51e? Ouais, une très très belle surprise lundi soir pour l'ouverture donc, du tournoi féminin. France-Pays-Bas, il y avait un peu plus de 1500 personnes à Montaigu, donc ça c'est très chouette. Et puis ça s'est enchaîné le lendemain donc, avec France-Côte d'Ivoire au niveau du tournoi masculin. Et là, on a eu près de 4000 personnes, donc ça c'était superbe. J'ai vu les matchs du début de semaine, tant pour le tournoi féminin que masculin. J'ai été très très agréablement surpris de l'évolution du football féminin. J'ai trouvé ça extrêmement agréable. Et puis pour le match que j'ai pu voir France-Côte d'Ivoire, j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de densité des 2 côtés. Et ça laisse augurer de belles perspectives pour les grands comptes qui vont suivre. Avec un match à rebondissement, ce France-Côte d'Ivoire en tout cas. Tout à fait, c'est bien. Les spectateurs ont vu des buts. Et puis on le rappelle, donc ce mondial football Montaigu, c'est pas 1 mais 3 tournois. Donc il y a le tournoi nation féminin, le tournoi nation masculin et puis le tournoi des clubs également. Quelles équipes vous ont peut-être le plus impressionné sur ces premiers jours, Franck? Au niveau du tournoi masculin, j'ai trouvé que la Côte d'Ivoire avait une très très belle équipe. On m'a rapporté que l'Argentine était également très très costaud. J'ai vu l'équipe de France féminine ainsi que les Pays-Bas qui m'ont paru très structurés également. J'ai pas eu le loisir de voir les autres équipes encore, quoi. Lorsqu'on s'était rencontrés au mois de décembre pour la présentation du plateau, vous avez évoqué un super plateau avec notamment 4 des 8 meilleures nations féminines. On le rappelle, les Pays-Bas, le Japon, la Suède et la France, en tout cas au classement FIFA senior. Qu'est-ce que cela vous inspire d'avoir d'aussi belles équipes sur cette édition? Beaucoup de satisfaction parce que ça veut dire que le tournoi de Montaigu suscite l'intérêt et l'engouement au niveau des fédérations internationales. Et puis c'est un vrai motif d'engagement pour demain que de pouvoir structurer plus encore le tournoi féminin. Et pourquoi pas, si on le peut, en fonction de nos infrastructures et puis des moyens qui seront mis à notre disposition, pourquoi pas monter à 8 prochainement, parce que l'essor du tournoi, du football féminin sur la planète est importante et il va falloir qu'on duplique tout ça, quoi.
Ils ne vont pas forcément déçus de ne pas avoir les tenantes du titre, les Américaines? Non, un peu quand même, parce que ça aurait été un plateau de rêve. On a bon espoir de les faire venir l'année prochaine. En tout cas, on va tout faire pour. Sur la même présentation du tournoi en fin d'année dernière, on avait aussi parlé de cette équipe du Brésil. Bon, malheureusement, la CLCO n'a pas pu venir, mais vous l'avez remplacé avec l'un de ses plus grands rivaux, l'Argentine. Vous n'avez pas perdu au change là-dessus? Non, et là encore, c'est une vraie satisfaction, parce que de se dire qu'on remplace le Brésil par l'Argentine, encore une fois, ça prouve l'intérêt du tournoi aux yeux des différentes fédérations. On a les champions du monde argentin, on a les champions d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, plutôt sympa. Et puis l'Argentine qui a fait un gros carton, 5-0 contre l'Arabie Saoudite en ouverture, ça fait plaisir aussi de voir des gros matchs comme ça forcément. Ouais, et a priori avec une petite pépite là qui va peut-être falloir suivre, que je n'ai pas vu personnellement, mais le numéro 8 argentin, qui semble être promis à un bel avenir, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira justement. Mais justement, puisqu'on parle des pépites, est-ce qu'il y en a d'autres sur ce tournoi qu'on peut voir éclore? On sait que la liste évidemment des joueurs célèbres passés par le tournoi de Montaigu est presque infinie. On peut rappeler quand même Kylian Mbappé avec l'AS Monaco en 2014, Cristiano Ronaldo avec le Portugal en 2001, et puis Didier Deschamps avec la sélection française en 1984. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des noms à la hauteur de ceux-ci encore cette année? C'est difficile parce qu'on voit quelques joueurs qui s'expriment d'une façon naturelle et puis avec beaucoup de talent. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus effacés, qui percent. Kylian Mbappé, quand il est passé par Montaigu avec Monaco, il n'avait pas marqué de but, on ne l'avait pas forcément vu, alors qu'on avait vu immédiatement Cristiano Ronaldo. Donc comme quoi, voilà, c'est compliqué de dire celui-ci va réussir et pas l'autre. Après, il y a plein d'éléments qui font qu'ils y arrivent ou pas, quoi. Pour parler de la fin de ce tournoi, les finales elles se tiendront le dimanche 31 mars et lundi 1er avril, finales qui seront diffusées d'ailleurs sur TV Vendée en direct. Évidemment, côté nation, on imagine qu'avoir peut-être les deux équipes de France en finale, ce serait chouette pour terminer. Ah bah ça serait la cerise sur le gâteau, forcément, avec une météo clémente, avec du public, avec... Enfin voilà, là, toutes les planètes sont alignées, ça serait superbe. Chez les féminines, les Bleus, elles étaient en finale l'année dernière contre les États-Unis, dernière victoire en 2019. Chez les garçons, la dernière victoire, elle date 2006, avec 6 finales perdues depuis, dont la dernière en 2021. Est-ce que ça peut être la bonne année, selon vous, pour cette équipe de France ? Ben, je leur souhaite de tout cœur, parce que c'est vrai que le football français a besoin de briller au niveau notamment de ces jeunes. Et puis on aimerait que nous, à Montaigu, ils puissent reprendre le flambeau de la victoire, quoi. C'est ce que je leur souhaite, hein, vraiment. Merci beaucoup Franck Piveteau. Et puis en tout cas, le tournoi se poursuit donc jusqu'au lundi 1er avril. Les finales dimanche et lundi. Et pour ceux qui ne seront pas en tribune, ce sera sur TV Vendée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis voilà, comme toujours, un entretien à retrouver à partir de demain, juste après la matinale de TV Vendée, et puis dès ce soir sur le site tvvendée.fr. Allez, on revient au hockey sur glace avec nos 4 invités du Ogli, le hockey glace lyonnais qui a terminé sa saison en quart de finale des playoffs de Division 2. Yoraï Oselka, coach, on en a parlé tout à l'heure, les objectifs ont été remplis, mais alors, plus précisément dans le jeu, dans le comportement de votre équipe, qu'est-ce qui vous a plu cette saison ? On a fini la meilleure défense, je pense, de D2. Largement, hein. Largement. 49 buts, alors qu'au-dessus, les Français volants sont à 57. Donc voilà, c'était cet aspect-là, c'était l'application de tous les joueurs, parce que de toute façon, d'être bon défensivement, c'est pas que gardien, pas que défenseur, pas que les attaquants, mais c'est toute une équipe qui doit bien défendre. Et les gars, ils ont été appliqués dès le début de la saison, donc c'était quand même plaisant à travailler avec eux. Donc ils ont été bien. Alors, un coup dur quand même dans la saison, au mois de décembre, le gardien américain London Trutz qui a quitté le club pour raisons administratives et personnelles. Ça, Cyril, ça a été un peu compliqué à gérer parce qu'il était quand même très performant. Oui, il était très bon. London nous a surtout bien aidé au quart final à Lyon. Il avait fait un gros début de saison avec nous aussi et ouais, c'était compliqué. Il y a eu quelques coups de téléphone avec Yoraï, on a réussi à trouver Alexis. Alors, après, ça aurait pu être un étranger. On a fait le choix avec Yoraï de prendre Alexis, donc tout s'est bien passé, donc top. Qui a remplacé London, donc très bien. Boros, un peu la même question pour Yoraï dans le jeu. Vous, qu'est-ce qui vous a plu sur cette saison ? Donc c'est vrai que voilà, il y avait une grosse défense cette année au Ogli. Moi, j'imagine c'est plus simple pour s'exprimer et gagner des matchs, vous, en tant qu'attaquant. Bah, si mon adversaire défend bien, c'est beaucoup trop compliqué à passer à travers, même de se créer des occasions. Mais justement, ce travail d'équipe, ça m'a bien plu, même s'il y a des choses à régler. Et puis, Yoraï, il connaît bien nos points faibles, donc j'espère que bientôt, ou avec une nouvelle équipe l'année prochaine, on va se rapprocher de la perfection. Mais c'est vrai, on a travaillé vraiment bien, collectivement c'était parfait. Donc c'est cet aspect-là qui m'a plu le plus. Et aussi l'esprit d'un vestiaire.
l'esprit d'équipe. C'est quoi le point faible alors du coup de Bohus, Yoraï? Point faible de Bohus, je sais pas, il n'y a pas. Ah, t'es trop gentil là. Son âge. Il y a chaque joueur forcément qui préfère. Bohus, c'est un travailleur, c'est un joueur qui donne beaucoup sous la glace, qui est vraiment là, il défend, il attaque, il est partout sous la glace. Donc c'est son point fort, et après son point faible qui a besoin peut-être plus d'occasions pour marquer un but, mais voilà, c'est vraiment. Ce que j'allais dire. C'est pas un buteur, mais voilà, il a réussi quand même marquer. Donc, mais c'est sa qualité principale, c'est que c'est un grand travailleur. Elisabeth Bricard, vous disiez tout à l'heure que vous étiez fière de la saison de cette équipe. J'imagine qu'il y a de la fierté aussi au sein même du bureau, des dirigeants, de comment le club a remonté la pente, puisqu'on le rappelle quand même, en 2019, il y a eu une double relégation. Vous étiez en D1, relégation sportive en D2, puis relégation administrative en D3. Il y a eu un trou budgétaire à combler. Il a fallu reconstruire le club, aller chercher des sponsors, reformer une équipe pour aujourd'hui être en haut de tableau de D2 et jouer les playoffs. Oui, alors du coup c'est rigolo parce qu'on a eu une petite conversation avec les garçons samedi soir avec certains dans le vestiaire, justement à Villars. Et en fait ils nous disaient merci. Et je leur ai dit non, en fait, c'est nous qui vous remercions pour tout ce que vous faites, parce que c'est une victoire de club. Enfin, l'année dernière, ça a été une victoire de club. C'est pas qu'une histoire de victoire à Lyon de l'équipe. Alors avant tout, oui, eux évidemment, mais c'est vraiment une grande victoire de club. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un club en fait qui est derrière les garçons, et les garçons sont aussi derrière nous. Donc ça, c'est important. Et en fait, ça, c'est notre remerciement. C'est la plus belle des fiertés. Remplir une patinoire. Enfin, La Roche-sur-Yon, c'est énorme. Je veux dire, c'est énorme. On refuse du monde. Depuis un bout de temps. Ah ouais, c'est énorme. Noël, c'est fou. 1071 spectateurs de moyenne par match. Sur les 20 équipes de D2, vous êtes la 4e meilleure affluence, derrière des villes quand même plus grandes que La Roche-sur-Yon, Lyon, Toulouse et Clermont-Ferrand. Des grandes patinoires. Ouais. Nous, on a une plus petite. Et voilà, alors, nous, on a une très belle patinoire, parce que là-dessus, il n'y a pas de sujet. Le taux de remplissage, nous, elle est pleine, quoi. Elle est pleine. Lyon, c'est une grande patinoire. Mais non, nous, c'est énorme. Les gens viennent pour voir du hockey sur glace à La Roche-sur-Yon, quoi. Donc, moi, en tant que joueur, je peux vous dire que quand il y a le public comme à La Roche derrière vous, c'est vraiment plaisir à jouer. Et puis ça vous booste aussi en supplément. Cyril, vous avez vécu cette période quand même compliquée depuis 2019 avec plusieurs facettes en tant que joueur, puis là en tant qu'encadrant, comme vous disiez, vous vous occupez de chercher les sponsors. Comment vous avez vécu là, cette période ? C'est plutôt bien passé en fait, parce que quand on finit la saison comme ça, on sait qu'avec Elisabeth on ne va pas traîner à repartir voir nos sponsors, et on sait qu'on a déjà trouvé des nouveaux et qu'on continue en fait, le club évolue et puis on fait en sorte que ça progresse, on va dire ça comme ça. Alors la suite justement, puisque la saison est à peine terminée, mais j'imagine qu'on se projette déjà sur la prochaine du côté des dirigeants déjà. Comment on voit la suite ? Est-ce qu'on voit des ambitions un petit peu plus à la hausse ? Les ambitions, en fait, c'est Yoraï qui les met. Après, il a carte blanche, il le sait. Donc voilà, le maintien des deux, évidemment. Mais non, après, oui, évidemment, faire un autre tour en play-off, ce serait top. Mais voilà, la confiance, elle est là. Donc voilà. Après, les ambitions, franchement, depuis qu'on a repris le bureau, ça se passe plutôt bien. Le sponsoring, ça se passe. On n'a plus besoin, entre guillemets, de le chercher. C'est eux qui viennent à nous. Donc ça, c'est chouette. Le public, on n'a pas obligé l'ambition, c'est de continuer, évidemment. L'ambition, c'est de continuer, de progresser tout le temps, d'évoluer, nos jeunes surtout aussi, de faire évoluer nos jeunes. Ça, c'est encore un noyau vraiment à s'occuper, quoi. Alors, la balle a été envoyée au coach. Quelles sont les ambitions sportives du coach ? Est-ce qu'on a envie de retrouver la D1, sachant qu'on a quand même vu que la D1, c'était quand même un niveau où il fallait avoir les épaules solides, que ce soit sur la glace ou à l'extérieur au niveau financier. Comment vous voyez les choses, Yoraï ? Un jour, oui. Un jour, oui. Pourquoi pas retourner en D1. Mais après, on a une équipe en reconstruction, parce que déjà l'année dernière, on avait 9 nouveaux joueurs qui sont arrivés. Donc, l'équipe, elle va être pas autant, mais elle va être un petit peu remaniée aussi cette année. Donc, forcément, si on peut passer un tour de plus, ça sera bien. Mais l'objectif, c'est vraiment garder cette patinoire remplie. Parce que ça, c'est extraordinaire, comme tout le monde dit ici. Et forcément qu'on soit meilleur pour qu'on progresse. Après, de là, dire que l'AD1, il y a encore quand même un petit schéma. Mais on ne sait jamais, il n'y a pas de frein. Donc,
On verra bien, mais en tout cas faire minimum comme cette année. Est-ce qu'il y a d'autres départs ou arrêts déjà prévus annoncés, Cyril Non, on n'a pas commencé encore les entretiens. On va commencer ça d'ici la semaine prochaine avec Elisabeth et Youraï. On va commencer les entretiens. Pour l'instant, à ce qu'on sache, il n'y a personne qui nous a dit qu'il souhaitait partir. Après, on va renforcer l'équipe, ça c'est sûr. Déjà, il y a Farki qui part, donc qui sera remplacé. Et puis, il y aura d'autres recrues à venir, ouais, c'est sûr. Allez, on va passer sur les autres rendez-vous sportifs du week-end, Alexandre. Puis on va redémarrer cette deuxième page de l'agenda avec un rendez-vous de course cycliste, le Grand Prix de la communauté de communes des Essarts en Bocage, Open 2-3, Access 1 à 4, et puis course aussi pour les moins de 15 et de 17 ans, lancée à partir de 9h45 dimanche matin. En VTT et gravel, direction ce dimanche matin également la rando des coteaux de la Sèvre. Plusieurs distances sont au programme de 21 à 66 km, et c'est à suivre du côté de la Bruffière à partir de 8h. Sur les 3 jours de ce long week-end, vous aurez également la possibilité d'assister à de la working équitation. Comprenez de l'équitation de travail. Cela consiste en du dressage, de la maniabilité, de la rapidité et du tri de bétail. C'est à suivre samedi, dimanche et lundi 1er avril au parc équestre du Bocage aux Herbiers. Tout autre sujet, là aussi pendant 3 jours, la salle de l'Angèle-Mière à La Roche-sur-Yon accueille le championnat national junior de roller derby. L'occasion de retrouver notamment l'équipe des passeuses dames, la section roller derby du club de la Vendéenne. Dimanche, c'est le début de la deuxième édition du championnat départemental de skateboard, première étape au skatepark de la Bardemont pour la discipline street, un événement organisé par le club Roulette Mat en collaboration avec le club lyonnais Urban Connection. Dès demain et jusqu'à lundi, la salle de l'Éden à la Genetouse accueille le 18e Open de billard anglais, tournoi des 20 ans le vendredi soir pour démarrer le week-end avec de nombreuses compétitions et catégories à retrouver sur les 4 jours. Et puis on termine avec le seul et unique rendez-vous de course à pied en Vendée ce week-end, place aux galopades Tranchaise, samedi et dimanche, 2 jours comme de nuit, du côté de la Tranche-sur-Mer. Course de 4, 8,5, 15 ou 22 km. Et pour ce faire, rendez-vous au pôle culturel des Floralies. Merci Alexandre. Allez, vous allez garder la main puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette émission, mais il nous reste quelques minutes pour jouer au quiz. Avec donc des questions que vous avez concoctées sur le hockey sur glace, tous nos invités et tous les gens présents autour de la table vont pouvoir jouer, Baptiste aussi, mais je vous avoue que je ne vais pas miser un billet sur votre victoire sur ce quiz. Donc des questions hockey, le plus rapide ou la plus rapide donne la bonne réponse. C'est parti Alexandre, première question. Alors, commencer pour parler du Hoogly. Quel a été le plus large succès du club cette saison en D2 sur la saison régulière? 6-1. Non. Ah. Alors, c'était début décembre. Il n'y a pas eu un score avec 10 buts, non? Non, c'est pas 6, c'est pas 10. Mais pour nous ou pour les autres? Pour vous, la Le succès. Oh. Le succès, ils 8. Qu'on la réserve Damien, c'est ça, 8. Ah, 8-2. 8-1. Bon, pas de la point. mémoire courte. Le meilleur buteur du club sur la saison régulière, Salut. Ça me fait fort. avec combien de buts? 11, 12. 12, 13. 13. Ça dépend sur des playoffs, hein, c'est pareil. Saison régulière, c'était précisé. Allez, on va cette fois sur la Ligue Magnus. Quelle équipe a d'ores et déjà assuré sa place en finale? Rouen, qui pourrait jouer contre quelle équipe? Grenoble ou Bordeaux? Pour l'instant, plus Bordeaux. Parfait, bon, rien à dire. Toujours en Ligue Magnus, alors où est-ce que les Spartiates de Marseille envisagent-ils de disputer un match la saison prochaine? Stade Vélodrome. 3 points là, d'un coup, au stade Vélodrome, c'est ça, de Marseille. En décembre dernier, quel moyen original le club de hockey de Caen, le club des Dracars, a-t-il trouvé pour financer les déplacements des équipes jeunes? Covoiturage. Pas du covoiturage, c'est peut-être pas trop original. Mais Le train, TER. c'est plutôt quelque chose qui se vend alors, en période de fête, mois de décembre. Entre nous. Alors, qui se mange pour le coup? La région Normandie. de la brioche Vendôme. Une bourriche, si je vous dis bourriche. Une bourriche vite. Voilà, c'est vite. Et on a le temps pour une petite dernière. Allez, la dernière. Et c'est la dernière. Quelle nation est championne olympique de hockey sur glace? Canada. Pas le Canada. Ouais. Dernier jeu olympique. États-Unis. Non. À Pas les Pékin. États-Unis. À Pékin en 2022. Non, mais c'est une nation européenne. Ah oui? Ouais, Les champions olympiques de c'est les hockey. Finlandais. La C'est Finlande. ça. Bonne réponse. Et je pense qu'on peut annoncer Cyril. Ouais, c'est c'est un le vainqueur vainqueur ce soir. du quiz. Bravo. Bravo.
Bravo et merci à vous d'être venus nous rendre visite. Bonne intersaison. On vous retrouve bien sûr avec plaisir la saison prochaine en Division 2. Merci Baptiste. Merci Aurélien. On se revoit rapidement pour parler football. Merci Alexandre. Merci, Aurélien. Et donc n'oubliez pas, rendez-vous ce week-end dès dimanche 18h30, finale nation féminine du mondial Montaigu, puis finale masculine et finale club lundi en direct et en intégralité sur notre antenne. Très bonne fin de semaine à tous.